outil, le bon outil pour chaque tâche. Ça peut sembler un peu ennuyeux, mais en réalité, c'est vraiment fascinant. Découvrir ce que vous pouvez faire avec vos outils, comment les utiliser de la manière la plus efficace et efficiente pour faire du bon travail et choisir le bon outil à chaque fois. Différents types d'outils, par exemple, il existe plus d'un type de pelle et une pelle n'est pas la même chose qu'une bêche. Et les truelles peuvent être utilisées de différentes manières. Et comment plantez-vous des plantes en terre? Comment nivelez-vous vos plates-bandes? Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc il n'y a pas énormément de tâches à faire au jardin qui nécessitent un outil spécial ou une compétence particulière, surtout dans un jardin sans labour comme celui-ci. La plupart des choses se font toutes seules, mais je veux vous montrer les meilleures façons d'utiliser quelques outils, ainsi que les meilleurs à avoir et à rechercher. Non seulement comment les acheter ou se les procurer au départ, mais aussi comment en tirer le meilleur parti. Donc peut-être que lorsque vous faites du jardinage traditionnel, l'un des premiers outils auxquels vous pensez serait une bêche. Avec la méthode sans labour, on utilise peu la bêche, mais si vous en avez une comme celle-ci, c'est idéal. C'est une belle lame bien aiguisée. Elle est très utile pour déterrer les racines de ronces, par exemple, ou pour planter des arbres, ce genre de choses. Mais en termes de jardinage, en général, une bêche comme celle-ci est certainement utile pour ce que je fais ici. Je pense que pour beaucoup, une pelle est plus intéressante. Si vous comparez une pelle et une bêche, la bêche est plus fine, la pelle est plus large, la pelle sert vraiment à ramasser. Et ceci est une pelle inhabituelle, peut-être pour certains d'entre vous, parce qu'elle est en plastique. Et j'ai acheté cette pelle il y a 5 ans, et je n'étais pas sûr à l'époque, je me disais, une pelle en plastique, ça ne va sûrement pas marcher. Est-elle assez solide? Nous l'avons aussi beaucoup utilisée pour pelleter. En comparaison, une pelle en métal pourrait être plus large, voilà. Une chose vraiment intéressante à propos de ces deux pelles, c'est est-ce que tu vois la lame plus haute de cette pelle? Le modèle en métal ne marche pas aussi bien. L'angle a été parfaitement réussi sur celle-ci. Et de petits détails comme ça peuvent faire toute la différence. Quand vous ramassez avec la pelle, vous voulez qu'elle soit bien à niveau par rapport au sol, horizontale, sous ce que vous ramassez, et qu'elle ne s'enfonce pas. C'est important. Et c'est un vrai atout pour une pelle en plastique, parce qu'elle ne mord pas dans le sol. Donc je peux pelleter du compost avec celle-ci sans creuser dans le sol en dessous. Et ça permet d'obtenir une finition propre et nette. Je ne veux pas laisser de compost derrière moi, mais je ne veux pas non plus creuser dans le sol en dessous. Et celle-ci, je ne sais même pas d'où elle vient en fait. Quelqu'un l'a laissée ici. Et je l'utilise de temps en temps si je ne trouve pas l'autre, ou selon ce que je trouve quand j'utilise celle-ci. Parce que l'angle est relevé, ça ne passe tout simplement pas en dessous. Il faut presque être au-dessus de ce que tu pelles pour que ça rentre bien. Donc ça, c'est juste un tout petit exemple du genre d'ergonomie des pelles, si tu veux. Mais ça peut faire une grande différence dans la façon dont tu réussis à les utiliser. Un autre point sur celle en plastique, je déteste ça, même si j'en vante les mérites. Elle est très légère. Si tu dois pelleter beaucoup de matière longtemps, sur une journée ou même une matinée, cette légèreté diminue fortement ta charge de travail parce qu'à chaque fois que tu déplaces quelque chose, il y a moins de poids dû à l'outil lui-même et le seul poids, c'est celui du compost dans ce cas. Donc déplacer du compost tant qu'il est raisonnablement sec ou pas trop détrempé, c'est génial avec une fourche, une pelle, et c'est ce qu'on utilise principalement pour déplacer le compost. Donc ceci est une fourche à fumier à 4 dents avec aussi un manche plus court. Ce n'est pas seulement la partie fonctionnelle de l'outil, mais aussi le manche lui-même. Oui, cela influence fortement la position du manche, comme vu avec la pelle en métal. Celle-ci est une bonne fourche et le manche court permet d'avoir un bon contrôle de l'extrémité, mais parfois les manches longs sont utiles, par exemple si vous devez atteindre un peu plus loin dans un tas. Et un tas comme celui-ci, qui est très fragmenté, c'est en fait des copeaux de bois mélangés à de l'herbe. Nous les compostons ensemble, ça chauffe pas mal là-dedans. Si je voulais déplacer ceci, qui contient beaucoup de morceaux fibreux et ligneux, vous pouvez voir à quel point la fourche s'enfonce facilement. Vous ne pourriez pas y mettre une pelle, vous pourriez y mettre une bêche, mais ce serait beaucoup d'efforts inutiles. Donc encore une fois, il s'agit de répartir vos efforts et de le faire de la manière la plus sensée possible. Oui, et vous pouvez voir qu'il y a pas mal d'action ici. Et regardez avec quelle facilité cette fourche a sorti cette grosse motte. C'est assez léger parce qu'il y a pas mal d'herbe dedans. Mais j'aime vraiment travailler avec des fourches, en fait, pour déplacer le compost, le retourner ou l'étaler dans le jardin, parce que c'est tellement moins de travail qu'avec des bêches et des pelles. J'effectue
la plupart de ces tâches avec une fourche qu'on peut aussi utiliser après avoir étalé du compost. Mais ici, ce n'est pas du compost. Vous savez, on peut faire ce genre de choses pour casser les mottes de matière et on fait ça quand on étale du compost ou du fumier. C'est parfait pour les mottes de fumier. Faites ça puis secouez comme ceci et cela casse la motte pendant que la matière tombe progressivement à travers ses dents. Les houes, ils ont diverses formes et tailles et il est possible que vous n'ayez jamais à en utiliser une. Avec un petit jardin ou quelques plates-bandes, cela sera sans doute inutile. Gérez facilement vos mauvaises herbes à la main ou parfois avec un transplantoir. Mais si votre surface est plus grande, peut-être avez-vous utilisé du compost riche en graines de mauvaises herbes, d'où l'apparition de nombreuses petites mauvaises herbes. Une houe est très utile pour passer légèrement en surface quand les mauvaises herbes sont encore petites. Il y a un vieux dicton qui dit « on bine les mauvaises herbes avant de les voir ». Ce que cela veut dire, c'est qu'il faut utiliser la houe quand les mauvaises herbes sont si petites qu'elles sont à peine visibles. Elles ont déjà une racine avant d'avoir une feuille. C'est cette racine qu'il faut déranger, car c'est alors qu'elle est la plus facile à déplacer. Par une journée comme aujourd'hui, avec un soleil éclatant. Si vous le faites avant 14 heures le soir, ces mauvaises herbes mourront sur place, vous évitant ainsi beaucoup de travail. Vous n'avez pas besoin de les enlever et vous pouvez en traiter des centaines avec quelques mouvements de la main. Et puis, en ce qui concerne le type de houe, ceci s'appelle une houe. Je n'arrive toujours pas à comprendre, mais ça passerait à travers le sol. Ça, pour moi, ça perturbe beaucoup trop le sol. Je l'utiliserai pour écraser des pommes de terre ou autres. C'est ce genre de houe. Mais pour le désherbage normal, c'est ce type de modèle que j'aime, où on a juste une lame très fine qui glisse à travers. C'est un matériau métallique assez typique pour la lame et le manche est plutôt agréable. Ce n'est pas vraiment assez long pour moi. Je dois me pencher un peu quand j'utilise une houe comme celle-ci. Et vous pouvez voir à quel point cette lame a rouillé parce qu'elle est en fer. Et cela signifie qu'elle va accrocher un peu dans la terre. Sauf si c'est totalement sec, elle ramassera probablement des débris. Par temps sec, ça va, c'est surtout à ce moment que vous l'avez utilisée. Cependant, pour la facilité d'utilisation et l'efficacité, ces houes en cuivre sont difficiles à égaler. Elles sont plus chères, je le crains, mais c'est le même principe. Lame très fine avec pivot, ce qui permet un effet va-et-vient lors de l'utilisation. Vous pouvez simplement tirer et j'ai apporté ces deux-là pour montrer la différence. Vous pouvez voir l'épaisseur de leur lame et celle avec la lame fine, c'est mon ancienne. J'ai utilisé la houe environ 4 ans, celle-ci achetée seulement l'an dernier. Voilà comme nous l'avons usée. Je n'aiguise jamais ces lames. Elles n'en ont pas besoin, elles s'autorégulent. Parce que c'est du cuivre, comme avec la bêche, ça ne rouille pas et ça reste lisse et brillant. Donc, du point de vue de la facilité d'utilisation, elles sont tout simplement superbes. Et si je fais une démonstration avec celle-ci, donc, si vous trouvez un endroit où vous, ou n'importe où dans votre jardin, si vous voyez beaucoup de petits semis de mauvaises herbes, généralement au début du printemps, tous regroupés là ensemble. Et ensuite, vous passez la houe juste en surface à travers eux. Avec celle-ci, vous pouvez aussi aller vers l'avant, mais avancer n'est pas aussi facile. Vous avez un meilleur contrôle lorsque vous tirez la lame vers vous. Donc encore une fois, il y a plusieurs façons de l'utiliser. Trouvez celle qui vous convient le mieux. Trouvez la houe qui vous convient le mieux et ce ne sera pas forcément celle-ci. Il existe d'autres types de houes, appelées houes à oignon, avec des lames plus fines et une zone d'action plus étroite. Donc, si vous avez des plantes très rapprochées, vous aurez simplement besoin d'une lame très petite pour passer entre elles. Nous utilisons peu cet outil car nous maîtrisons bien les mauvaises herbes, il faut juste réagir vite. C'est utile d'avoir des outils adaptés, même si vous les utilisez rarement, car ils seront nécessaires au bon moment. Ça fait vraiment la différence d'en avoir des bons. Alors, une truelle, à quelle fréquence pourriez-vous utiliser une truelle? Nous l'utilisons surtout pour arracher les racines supérieures des mauvaises herbes vivaces, sans atteindre la racine principale, souvent profondément enfouie. Vous pouvez utiliser une truelle presque verticale, près de la nouvelle pousse, comme le liseron ou le chien-dent. Et vous faites un petit effet de levier, puis vous entendez un clac lorsque la nouvelle racine se détache de la racine principale plus profonde, et vous pouvez la retirer. C'est une façon d'extraire davantage les nouvelles pousses de racines, ce qui ralentit la repousse de la nouvelle mauvaise herbe qui va pousser. Si vous faites cela assez souvent, vous pouvez vous débarrasser du liseron simplement en utilisant un transplantoir en particulier.
C'est une routine hebdomadaire si vous avez beaucoup de liserons, chiendres ou prêles à traiter. Et l'autre chose pour laquelle nous les utilisons beaucoup, c'est la plantation. Avant cela, je veux vous montrer la différence. Comme le tuyau, la truelle neuve et celle de 3 ans, celle-ci a sans doute 4 ans, elle commence à se dégrader au niveau du manche, qui devient parfois lâche. Ce n'est pas de ma faute. Je ne peux pas être sûr que tout soit totalement usé. Je pense que ça devait être un peu plus court de toute façon, mais même quelque chose comme ça va s'user lentement un peu autour des bords. Cela dit, comme c'est du cuivre, ça reste bien lisse, brillant et utilisable. C'est un point clé pour une truelle. Elle doit glisser facilement et avec le non-bêchage, il faut limiter la perturbation du sol. Donc par exemple, si on plante une pomme de terre, je n'excave pas un trou pour y mettre la semence de pomme de terre. Je mets la truelle comme ça, à peu près aussi loin qu'elle peut aller. Donc ça nous donne, c'est proche de 15 cm, ou pardon, non, 10 cm, soit 4 pouces. Et je fais un petit levier comme ça. Et ça veut dire que vous pouvez le tirer vers vous et ensuite glisser ceci dans la fente que vous avez faite. C'est plus une fente qu'un trou. Et mettre la pomme de terre de semence avec les germes vers le haut aide vraiment. Et maintenant, elle est enterrée là-dessous et la pomme de terre est à peu près là. Et on a autant de terre et de compost par-dessus. Donc en fait, je ne vais pas buter celle-ci. Ce sont des primeurs. Elles restent ainsi et on les arrache simplement à la récolte, peut-être fin juin. Si elles restaient plus, on ajouterait du compost et on les buterait. C'est une façon d'utiliser un transplantoir pour planter des pommes de terre en perturbant peu le sol. Et je peux aussi illustrer ici quelque chose d'un peu différent avec ceci. Ceci est un plant de chou frisé qui a besoin d'un peu d'eau, c'est pour ça qu'il est fané, mais c'est la descendance du chou frisé vivace. Voilà. Vous savez, vous prenez une pousse latérale et vous la mettez dans un pot de compost. C'est tout ce que j'ai fait l'été dernier. Et ensuite, elle pousse pour devenir sa propre plante, donc on replante une plante en pot, comme celle-ci, à nouveau. Ce que je ne ferai pas, c'est que je ne vais pas enfoncer ma truelle et soulever la terre comme j'en ai envie. Je fais un carré. Je coupe un carré à peu près de la forme et de la taille du pot, légèrement plus grand. Ensuite, vous pouvez retirer comme une motte de terre, de compost ou de matériaux de surface. Et ensuite, la question est de savoir jusqu'à quelle profondeur aller. Et avec à peu près tout ce que vous plantez, vous pouvez aller assez profond pour enterrer la majeure partie de la tige sous les feuilles en croissance. Je veux dire, vous pourriez planter celle-ci aussi profondément, mais en fait, je ne veux pas aller aussi profond dans le sol. Et ces plantes, les choux frisés, elles ont des tiges solides et robustes. Donc ce n'est pas grave si elles sont un peu tigeuses au-dessus du sol. Beaucoup de légumes que nous plantons, en fait, nous enterrons toute la tige pour les rendre vraiment robustes et solides. Non, je viens de faire un trou assez grand. Il va juste tomber dedans et je le pousserai. Cela assure un bon contact, mais la perturbation du sol reste minimale. Ensuite, il suffit de remplir la surface comme ça, de le pousser à nouveau et vous avez fait votre plantation avec la truelle. Et ces truelles en cuivre, comme je le dis, elles ne rouillent pas, donc elles restent lisses et brillantes. Elle s'enfoncera facilement, sans trop déranger la terre. L'autre point, c'est leur belle courbure, un bon signe, comme pour la bêche que je vous ai montrée. La courbure rend la lame plus solide et moins susceptible de casser. Comme c'est un métal tendre, il contient 5% d'étain, ce qui le rend plus solide. Je pense que si elle casse, ce sera à la poignée et il est possible d'en acheter une nouvelle. C'est très agréable avec ces outils si vous les connaissez bien. Et vous pouvez obtenir des pièces de rechange, comme pour la houe que je vous ai montré. Vous pouvez acheter des lames de rechange et les fixer sur le même manche. Donc vous n'êtes pas obligé de tout jeter et c'est aussi beaucoup moins cher. Un râteau, c'est le type de râteau qui est le plus utile, certainement lorsqu'on cultive des légumes ou de petites plantes. Et l'utilisation principale, c'est simplement de niveler la surface après qu'elle ait été perturbée pour une raison quelconque, peut-être par exemple après la récolte des pommes de terre ou de l'ail. Et c'est assez irrégulier parce que j'ai arraché quelque chose du sol, je marche aussi un peu sur le sol, avant d'utiliser un râteau juste pour rendre la surface plus plane, puis en utilisant le râteau avec un mouvement horizontal très doux. Donc ratisser ne consiste pas à aller en profondeur dans le sol, vous ne déplacez pas de grandes quantités de matière d'un côté à l'autre, et en fait, cette parcelle de terre n'a presque pas besoin d'être ratissée,
parce que nous l'avons fait il y a quelques semaines, bien avant la plantation. C'était assez irrégulier en fait, c'était après un engrais vert de moutarde et maintenant c'est pratiquement prêt. Mais s'il y avait des irrégularités, c'est bien et c'est aussi une opportunité. Après avoir ratissé, surtout là où j'ai mis du compost acheté, là où il y a du plastique, mais du verre et toutes sortes de choses. Alors je les ramasse simplement et je les mets dans ma poche. Je préfère qu'ils ne restent pas trop longtemps dans le sol, donc je ratisse, range et nivelle un peu. Ça veut dire que quand vous venez planter, et il y a autre chose que j'ai remarqué en faisant ça, il y a pas mal de petites graines de mauvaises herbes ici. Donc, comme je n'ai pas ma houille ici, je pourrais utiliser le râteau juste pour gratter ces petits semis de mauvaises herbes. Je pense que c'est un cas isolé. D'habitude, quand on en voit, il y en a souvent plus, mais oui, non, il n'y a pas beaucoup de mauvaises herbes, donc c'est bien. Donc maintenant, on a un sol propre, un sol nivelé, on est prêt à planter. Juste un petit mot sur le râteau, encore une fois, même si c'est le modèle à dents courtes. Pour ce genre de travail, vous ne voulez pas le râteau à longues dents, qui est bon pour ramasser les feuilles. Et un autre avantage de ce râteau en particulier, c'est encore une fois le manche. Il est bien long. Donc ça veut dire que vous avez une large zone de travail. Et surtout, si vous êtes assez grand comme moi, c'est vraiment agréable à utiliser. Donc, si vous en avez l'occasion avant d'acheter des outils comme celui-ci ou d'en obtenir, vous savez, essayez-les simplement et assurez-vous qu'ils sont confortables pour vous de cette manière. Un autre avantage des manches que je vais mentionner est de les garder lisses et propres. Et parfois, il y a des gens ici qui portent des gants et ensuite leurs gants se salissent avec de la terre humide ou du compost, puis ils utilisent un outil et oublient de le nettoyer. Quand je viens prendre le manche, je déteste cette sensation de grumeaux de terre là où mes mains se posent. Ça, je trouve que c'est vraiment agréable si vous gardez cette terre propre. Donc ici c'est propre. Je l'ai fait il y a 1 an et pas refait depuis, donc il est lisse et brillant, très agréable à utiliser. Tous les outils devraient être agréables à utiliser. Je vais vous présenter l'un de mes préférés. Alors, comment mettre ces petites plantes en mode en terre avec un minimum de perturbation et d'effort? Et pour celle-ci, je n'utilise absolument pas de truelle. Il n'y en a vraiment pas besoin. Un plantoir à long manche, j'en ai 2 ici. C'est vraiment intéressant parce que vous voyez à quel point ils sont différents et lequel vous préféreriez. Si vous n'aviez jamais utilisé de plantoir, comment sauriez-vous lequel choisir en voyant ceci? Eh bien, je peux vous dire que c'est celui-ci que je préfère, le gros, et je pense que c'est probablement la perception la plus courante d'un plantoir facile à utiliser. Son trou plus petit facilite l'enfoncement, mais selon moi, il est trop petit et trop pointu. Et ensuite, on se retrouve avec une poche d'air en dessous. Il est difficile de le faire assez large. Il faut que ce soit légèrement plus large que le diamètre de la motte de racine de votre module. Voici un prototype envoyé par Garden Imports, la société où je travaille, pour créer mon modèle de plantoir. C'est le premier qu'ils m'ont envoyé et j'ai dit non, ça ne va pas. Alors j'ai pris une photo de celui que j'utilisais et j'utilise des plantoirs à long manche. C'est comme ça que j'appelle ce plantoir à long manche depuis 1983. J'ai toujours utilisé des plantoirs comme celui-ci pour mon maraîchage. J'ai dû planter près d'1 million de plants. À ce jour, faire des trousses à la main, c'est rapide, simple, facile. La surface du compost d'une planche sans labour est souple. On laisse celui-là de côté pour l'instant. Je vous montre comment j'utilise celui-ci. C'est spécifiquement pour faire un trou d'un diamètre adapté pour accueillir 2 types de plantes différents. Vous pouvez voir que l'une de ces plantes est assez basse, près du sol. C'est le radis. Donc je fais un trou qui est encore plus profond que la profondeur du motte racinaire de ce radis. Vous voyez comme cela s'enfonce facilement. Juste une légère pression et ça ne compacte pas du tout le sol, ni ne provoque de perturbations désagréables du sol. Juste un petit trou et ensuite vous pouvez prendre votre petite motte. Ici, ce sont des radis semés en touffe. C'est un peu tôt pour les planter. J'attendrai normalement quelques jours, mais vous pouvez planter maintenant et voir ma méthode. Et ils vont juste un peu en profondeur, on dirait presque qu'ils sont perdus là-dedans. À cette période, on met normalement un voile de protection pour éviter que le trou ne se remplisse et n'étouffe les feuilles, qui peuvent ainsi s'y blottir. Ça veut dire moins d'arrosage. Mais si je plante quelque chose comme ça, la façon dont j'utilise le plantoir est un peu différente. Eh bien, c'est une méthode similaire si tu veux, mais il suffit d'aller plus en profondeur.
Et parfois, si le sol est vraiment sec, tu pourrais vouloir faire ça. Ou tu peux aussi faire ça pour enlever le matériau sec autour du trou que tu vas faire. Et ensuite, tu peux faire un trou sans que tout le matériau sec ne tombe dedans. Il existe des astuces dans la manière d'utiliser ces outils. Il faut un peu de pratique et travailler dans différentes conditions pour comprendre comment en tirer le meilleur parti. Et ensuite, planter le fenouil. C'est tout à fait normal que toute cette tige soit enterrée. Donc le niveau du sol peut finalement arriver jusqu'au bout de mes doigts. Il suffit de pousser, de mettre un peu de terre ou de compost là-dedans. L'essentiel est d'appuyer vers le bas pour que les racines touchent la surface de la plate-bande, c'est tout. En général, on arrose un peu, mais normalement, on laisse les trous remplis. Donc, quand on utilise ces plantoirs, c'est en fait très rapide. Il suffit d'organiser son espacement d'abord. Vous pouvez faire dip, dip, dip à cette vitesse et, sans vous en rendre compte, avoir percé une centaine de trous et planté la moitié d'une planche. Ça pourrait vraiment être un outil très utile à utiliser et je vais terminer avec le plus petit outil de tous. On va voir ce que c'est. Voici ma dernière proposition d'un outil vraiment utile, un bon couteau, un couteau pliant. J'en ai presque toujours un sur moi au jardin. C'est surprenant comme on en a souvent besoin quand on ne l'a pas. Donc c'est un compagnon fidèle et à cause de ça je les ai souvent perdus, enfin pas souvent, de temps en temps. Si je prends l'avion, j'oublie que le couteau est dans ma poche, j'arrive à la sécurité et je dois m'en séparer. Ceci est un couteau Opinel. J'en ai essayé pas mal au fil des années et ils semblent avoir mieux fonctionné que tous les autres. Comment fabriquer un métal pour la lame qui reste affûtée plus longtemps? C'est pour ça que je les aime particulièrement. Et tant que je ne l'oublie pas et que je ne le jette pas dans le compost avec un seau d'autres trucs, ça arrive aussi. C'est la plus ancienne que j'ai eue, elle durera longtemps. Mais en fait, la lame, elle était devenue assez fine, un peu comme ce qu'on a vu avec la lame de la houe. Je suis en train de l'aiguiser, donc il faut faire attention à ça pendant l'aiguisage. C'est une pierre standard, comme vous voyez. J'ai aussi aminci ma pierre à force de l'utiliser, car je m'en sers beaucoup dans la cuisine pour les couteaux et tout, en la passant très légèrement et superficiellement dessus. Ma préférence est de travailler d'un côté, principalement le dessus, à environ 25 degrés, mais ce n'est pas précis. Tant que vous êtes à l'aise avec l'angle, vous vous y tenez et ainsi vous n'enlevez pas trop de métal. Vous retirez juste assez de métal pour que ce soit suffisamment tranchant et c'est l'essentiel. C'est ma méthode. Je ne dis pas que c'est la seule ni la meilleure, mais elle me convient et fonctionne pour moi depuis des années. Et vous pouvez sentir que la pierre frotte légèrement contre le couteau. Donc elle pince un peu le métal, elle en enlève un peu, juste un peu. Si vous faites cela, vous sentirez de l'autre côté un petit morphile et pourrez passer facilement. Très peu incliné, presque à niveau avec la lame ici, et cela vous donne un tranchant vraiment affûté. Affûté est un joli mot. C'est tellement tranchant que si vous faisiez ça, si je faisais ça sur mon pouce, ça le couperait. Mais en fait, c'est une façon de tester. Si votre peau est assez dure, vous sentez le tranchant dans un sens, mais pas dans l'autre. Ainsi, vous avez toujours un couteau bien aiguisé sur vous. Une pierre simple comme celle-ci est un bon investissement. J'espère que vous avez aimé découvrir comment utiliser certains outils essentiels. Ce n'est pas censé être un guide ultime, mais c'est pour vous donner quelques conseils et vous aider à vous sentir à l'aise. Soyez à l'aise avec vos outils, c'est vraiment essentiel. Trouvez ceux que vous aimez et gardez-les. Ils deviennent comme des extensions de vous-même que vous pouvez utiliser à tout moment.